Patrick. Bonjour Bianca. Et tous pour cette nouvelle librairie. Merci Patrick Négaret d'être ici aujourd'hui avec nous pour présenter ton nouveau livre qui vient de sortir en 2021. Avant de passer un peu à présenter ton ouvrage, je vais te présenter afin que les adhérents et adhérentes qui ne te connaissent pas, ils aient un peu plus d'informations sur qui tu es. Donc, Patrick Négaret, ça fait 27 années que tu es à l'APM. Donc, tu fais Oui. partie des anciens, des experts, ça fait longtemps qu'ils sont dans les réseaux. Et, selon notre base, tu auras déjà fait 78 rencontres. Ils vont calculer bonnes. Et ton expertise à l'APM est très en lien avec ton ouvrage parce que ça tourne autour justement de l'humain et des entreprises. L'intitulé, c'est pour une entreprise plus humaine et plus performante, des nouvelles postures managériales. Donc, très en accord avec ce qu'on va voir tout à l'heure. Sinon, concernant ta biographie, tu es directeur général, tu as été directeur général de plusieurs CPAM depuis 1983. Tu as successivement dirigé la CPAM des Landes, des Bayonne et des Yvelines entre 2011 et 2020. Et tu as été aussi directeur national de la CPAM. Donc voilà, je te laisse compléter ta présentation si tu es d'accord. Non, bah, la présentation est tout à fait complète, hein. J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans un service public. J'étais un peu dans le secteur privé, dans le thermalisme. Et puis, j'ai eu des missions nationales, effectivement. Et puis, j'ai cette chance d'avoir été animateur APM de club. Maintenant, je suis toujours animateur d'un club, plus expert. C'est une très, très grande richesse pour moi. Voilà. C'est un peu ce qui explique pourquoi je suis là aujourd'hui, d'ailleurs. Super. Donc, oui. Et puis, voilà, aujourd'hui, on vient aussi à travers ces livres qu'on vient présenter aujourd'hui qui s'appellent Il suffisait de leur donner envie, libérer les énergies dans une organisation publique par les éditions Presse des Mines. Il a été publié, comme j'avais dit, en 2021, donc pendant la crise sanitaire de Covid. Tu nous expliqueras aussi ce qui a motivé aussi cette écriture, si c'était également en lien. Donc, voilà, avant de passer un petit peu plus à des questions un peu plus approfondies, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton ouvrage? Oui, alors l'ouvrage est parti de cette expérience avec S. Yvelines qui a duré près de 10 ans quand même, c'est assez long. Et cette caisse a obtenu beaucoup de prix nationaux, le prix du manager public, le prix du MEDEF et de l'Association française de qualité, le prix d'innovation, etc. J'en passe. Et à un moment, on m'a dit, mais il faudrait laisser une trace avant que tu t'en ailles, parce que j'ai quitté il y a un peu plus d'un an maintenant. Et à travers un livre, ça serait bien. Alors, bon, il faut prendre son courage à deux mains, parce que quand même, c'est pas facile. Mais je ne regrette pas, parce que quelque part, il s'agissait de transmettre ce que j'avais fait, parce que je constatais que beaucoup d'entreprises étaient conscientes qu'il fallait changer la façon de manager, mais ils ne savaient pas comment le faire. Et l'avantage de le faire dans un service public, c'est qu'on pense que ce n'est pas possible, que c'est tellement lourd, il y a tellement de structures. Et quand on dit ça aux gens qui sont comme à l'APM, par exemple, du secteur privé, je leur dis, bah, écoute, puisque moi je l'ai fait, il n'y a vraiment pas de raison que tu ne le fasses pas, hein. Voilà. Donc, c'était un peu ça l'idée du livre en général. Oui, de raconter effectivement ton expérience et puis cet exemple concret que tu as vécu et que tu as piloté des libérations des énergies du personnel de la CPAM Oui, pendant cette oui. année. Moi, effectivement, j'ai lu ton bouquin et j'étais très surprise déjà, effectivement, de voir que dans une institution publique, on a mis en place autant des changements, des transformations managériales avec des outils qui viennent de lean management et Oui. voilà, qui sont très innovants. Et d'avoir eu des résultats que tu nous expliqueras tout à l'heure assez forts et qui sont restés dans la durée. Parce que, bon, on y verra plus en détail, mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Et je tenais aussi à dire, avant d'aller plus loin, que j'étais également très surprise de voir que c'est un petit livre, mais qui est très condensé et très costaud. C'est très riche, très outillant, très riche en exemples concrets, très clair et aussi également avec beaucoup de témoignages qui expriment un peu les résultats que ça peut avoir pour certains des collaborateurs de la CPAM. Donc, Patrick, comment on fait pour libérer les énergies dans une organisation publique? Oui. Rapidement. Oui, mais rapidement, parce que en fait, l'idée, c'était d'arriver dans cette caisse et on avait des contraintes extrêmement fortes de réduction des effectifs, d'amélioration de la qualité de service.
Et je m'étais dit, mais la seule solution, justement, c'est de laisser les gens exprimer leur potentiel. C'est ça, libérer les énergies. Et où les énergies sont-elles bloquées? Et c'est un challenge qui était intéressant parce que finalement, c'était faire en sorte de valoriser les gens. Et je dis, mais je vais vous le prouver. D'où effectivement les méthodes que tu as évoquées de ligne de management, d'innovation participative, etc. Et petit à petit, tu crées un engrenage extraordinaire où les gens, quelle que soit leur origine, hein, quel que soit leur bac, des fois il y avait des bacs -10, et je leur dis, mais vous n'êtes pas moins intelligent qu'un autre, ça n'a aucun rapport. Et ces gens-là, petit à petit, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais finalement de façon assez naturelle, parce qu'il fallait qu'ils prennent du plaisir à ce qu'ils faisaient. Hein, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de venir le matin au travail. C'est ça le sens finalement. Pourquoi je me lève le matin et elle est ici et pas ailleurs, dans un organisme finalement qui paraît poussiéreux, où les salaires sont vraiment très moyens, mais finalement il y a une ambition riche de sens. Et c'était ça l'idée centrale, c'est de dire, mais moi, je vais vraiment vous donner envie de travailler dans cette caisse et vous allez être fiers de l'avoir fait. Voilà. Ah, c'est super. Effectivement, c'est vrai que les valeurs desquelles tu parles, bah, on voit très bien que l'humain est au centre de ces transformations managériales que tu as mis en place à la CPAM. Moi, j'étais très sensible à des choses que tu dis à l'intérieur de ton livre. Par exemple, quand tu parles de l'écoute, l'importance de l'écoute. Pour mettre un exemple concret, c'est-à-dire, par exemple, tu dis, tu exprimes que bien souvent, les managers n'écoutent pas pour comprendre, mais pour répondre. Et qu'il y a Voilà. vraiment un problème d'excès de réactivité qu'on demande aussi aux managers, de devoir être efficace, de répondre rapidement à certaines choses, mais qui Oui. met en péril un peu la relation avec ses collaborateurs. Donc, est-ce que tu peux développer un peu plus cet aspect Et oui, c'est amusant que tu aies remarqué cette phrase parce que Michel Berry, qui a fait la préface de mon livre, on a beaucoup échangé là-dessus, et il me dit, ça y est, j'ai compris. Parce que c'est quelqu'un qui a fait une très grande école, Polytechnique en l'occurrence, et l'école des mines. Et il me dit, mais nous, les meilleurs, c'était ceux qui répondaient le plus vite. Peu importe le reste, mais il fallait qu'on réponde bien, mais vite. Et c'est le tort du dirigeant, souvent, c'est son ego qui fait qu'il pense qu'il est au-dessus des autres et que finalement, il faut tout de suite qu'il y ait les solutions. Et moi, je dis souvent, c'est dans les silences qu'on perd des opportunités. Parce que les gens ne disent rien et le dirigeant, même le manager, il doit s'effacer pour laisser la meilleure réponse émerger. C'est ça son rôle. Il ne s'agit pas de supprimer forcément le management, de le faire changer, surtout le réduire. C'est ce que j'ai fait. J'ai divisé les strates hiérarchiques par 2. Mais c'est ça. Trop souvent, on n'écoute pas l'autre, on ne cherche pas à comprendre ce qu'il dit, alors qu'il peut avoir des idées extrêmement intéressantes. Et ce n'est pas parce qu'il est lent qu'il ne va pas loin, bien au contraire. Effectivement, c'est vrai que tu parles, effectivement, que dans l'enseignement, en France, on valorise beaucoup cet Oui, aspect d'être réactif, de répondre vite, que finalement, voilà. c'est un handicap pour beaucoup de managers. Et tu exprimes aussi, dans ce que j'ai lu sur l'écoute, que c'était même important que les managers aident les collaborateurs, passent du temps à aider les collaborateurs à faire émerger Oui. souhaite dire s'il a des difficultés ou qu'il se disperse, parce qu'il y a effectivement aussi une perte de patience de la part de certains managers, que ça va pas assez vite, que c'est pas assez efficace, Oui. et tout ça. Donc, Tout à fait. En fait, on a trop perdu de vue le relationnel. Hein. C'est le Fordisme, tout le monde connaît. On découpe en tranches les activités, et puis on n'a pas le temps d'échanger, etc. Et en fait, on perd beaucoup de temps en réunion, etc. On échange pour rien dire. En fait, il vaut mieux organiser les réunions avec de la facilitation, par exemple, de l'intelligence collective, donc, et que tout le monde donne son avis pour qu'ensuite il y ait une solution qui émerge, qui soit assez consensuelle et surtout durable. Et c'est ça qui manque trop souvent, c'est se dire, mais je ne perds pas du temps à échanger avec quelqu'un. Parce que les gens, ils échangent à la cafétéria, par exemple, spontanément, ils en ont besoin. On a bien vu que la crise du Covid les limite finalement des visios, des Zooms, des Teams, etc. Même si c'était utile, on ne peut pas faire que ça. Parce qu'il y a l'émotion qui est derrière, il y a le ressenti, il y a tout un tas de choses qu'il faut qu'on ait des êtres humains, de chair et d'os. On n'est pas comme des animaux, on n'est pas comme des robots, c'est différent. Et c'est bien pour ça qu'il faut accepter que les gens se trompent, qu'ils prennent des risques. C'est la vie, c'est comme ça. Et finalement, c'est très riche parce qu'on crée des liens qui sont très forts. Et là, finalement, c'est des réducteurs de complexité, tout ça. C'est-à-dire que les choses, quand je suis parti, elles se passaient naturellement, très facilement. et je vais même plus loin et je complète avec
autre chose que tu dis aussi dans ton bouquin, de là l'importance effectivement de bien investir cet aspect communicationnel avec les collaborateurs, ces temps de dialogue très important. Tu dis dans ton ouvrage qu'un véritable indicateur qui traduit la bonne marche d'une entreprise est la qualité des relations entre les managers et les collaborateurs. Bien sûr, et c'est bien pour ça qu'on a bâti des baromètres. Je dis on, c'est les employés et des cadres ensemble qui ont bâti des baromètres pour voir comment on mettait en pratique ces principes de management qu'on a appelés bienveillants et exigeants. Parce que bienveillant, ça ne suffit pas, il faut l'exigence, sinon c'est de la complaisance. Et c'est-à-dire, est-ce que mon ambiance est bonne dans le groupe? Est-ce que je donne des responsabilités à mes collaborateurs? Est-ce que je leur fais confiance, etc. Et ça, c'est bien, ça permet d'avoir un regard collectif, se dire, mais là, on peut changer les choses, on peut s'améliorer, mais tous ensemble. Et c'est exactement ce que tu dis. Mais ça, encore, il faut s'arrêter de courir, mais ne serait-ce qu'une heure, c'est pas long pour dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Parce que sinon, on continue, il n'y a rien qui change. Et puis, comme je dis souvent, on va dans le mur en klaxonnant, ce qui est encore pire. Effectivement. Et là, c'est vrai qu'on amène, on va par ces pratiques virtueuses du quotidien, parce que tu insistes aussi sur cet aspect-là, que des fois, les managers sont trop concentrés sur les résultats et voilà. perdent le quotidien et la pratique, comme tu dis, la pratique quotidienne vertueuse, mais banale, qui est très nécessaire pour pouvoir arriver à un management d'essence. Oui. Oui, tout à fait. Parce que finalement, on ne peut pas avoir les yeux constamment rivés sur le résultat. Le pari, c'est que les résultats, c'est l'aboutissement de quelque chose. Mais si jamais, là où je travaille, ça n'a pas de sens, si on ne me fait pas confiance, je vais faire mon travail, mais le minimum, je ne vais surtout pas innover et je ne vais pas en faire plus. Et on va dire, c'est marrant, ils ne sont pas motivés. Et bien sûr, parce que la motivation, ce n'est pas extrinsèque, la carotte et le bâton, c'est intrinsèque, c'est en moi. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de venir dans cette boîte-là? Et c'est parce que je suis bien, il y a des bonnes conditions, il y a un bon relationnel. Et donc, finalement, on aboutit à des bons résultats de façon presque naturelle, parce que les gens, la plupart, ont envie de bien faire. Bien sûr, on me cite toujours quelques-uns qui vont tricher, etc. Mais certes, mais ça aussi, c'est un peu français. C'est-à-dire qu'on va faire des lois très compliquées pour celui qui éventuellement aura l'idée de tricher, etc. Ça, c'est son destin, celui-là. Et donc, on a réussi justement à partir du fait que les gens soient bien, obtenir des bons résultats, parce qu'ils savent qu'ils doivent obtenir des bons résultats. Ils ont une conscience professionnelle. Et dans une caisse primaire, il y a des arrêts de travail qui arrivent, il faut qu'ils soient payés. Il y a des feuilles de soins qui arrivent, il faut qu'ils soient payés. Il y a des créances qui sont recouvrées, il faut les recouvrer. C'est pas du vent, c'est comme une sorte d'usine, entre guillemets, quelque part. Il faut sortir des produits et dans des délais très corrects pour satisfaire le client. Effectivement. Et c'est très intéressant ce que tu dis, ça converge avec ce qu'on avait eu lors de la librairie qu'on a fait avec Frédéric Fréry, qui va sortir prochainement. Ouais, vous avez un plan assez similaire où lui aussi, il explique justement que c'est plus difficile des fois pour les managers de travailler les sens qu'est donner des récompenses. Donc souvent, c'est qu'on a tendance à donner des récompenses ou plutôt qu'à aller au fond et travailler, comme tu dis, cette pratique virtueuse du quotidien, investir, donner du sens. Tu parles également dans ton ouvrage des valeurs et de la vision, qu'il faut travailler collectivement aussi. Oui, exactement. Ah, voilà. Pour que ce soit durable. Donc, je te laisse développer cet aspect qui me paraît être important pour Ça c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots, parce que les gens me disent, mais les valeurs, ça sert à rien de travailler. Mais t'appelles quoi une valeur? Bien sûr qu'une valeur, ça peut être l'altruisme, etc. Mais là, on est dans l'entreprise. Une valeur, c'est ce qui fait qu'on va modifier les attitudes et les comportements. Nous, on avait mis engagé pour assurer, valoriser le potentiel de chacun, performer pour mieux assurer des choses comme ça. Et c'est dans un service public, donc c'est très fort. Mais comme tu as dit justement, il faut qu'elles soient collectives. Si elles sont collectives, ce n'est pas les valeurs du dirigeant, ce sont les valeurs de tout le monde. Et les personnes peuvent dire, dis non, tu ne respectes pas cette valeur-là. Ce n'est pas un problème de code du travail, etc. C'est un problème de valeurs qu'on a ensemble. Et c'est bien pour ça qu'il faut une maturité pour faire ça. Et nous, quand on a demandé qui est-ce qui veut participer aux valeurs, on a eu 40% du personnel, 500 personnes qui ont accepté d'aller en atelier. Et là, il y a intérêt à être organisé en intelligence collective, sinon c'est mission impossible. Et il est sorti quelque chose d'extraordinaire. J'étais content. J'ai pris un risque, évidemment. Si ça n'avait pas correspondu à ce que je souhaitais, je ne pouvais pas changer d'avis. Mais sauf que c'est là qu'on voit que les gens sont capables d'une très grande maturité et ont envie de s'investir. Et ça donne du sens, c'est ce que tu disais. Le sens, c'est l'ambition collective. Évidemment, la sécurité sociale, c'est facile à trouver. Mais l'ambition individuelle, est-ce que c'est conforme à mes valeurs?
Est-ce que je vais avoir du bien-être? Est-ce que mes compétences sont valorisées? C'est toutes ces petites choses-là mis bout à bout. Et oui, là, j'ai envie d'être là parce que ça correspond. Et les jeunes, de plus en plus, sont comme ça. Ils n'acceptent pas d'aller dans certaines entreprises parce que c'est absolument pas conforme à leurs valeurs, même s'ils gagnent plus d'argent. C'est plus la question essentielle. Effectivement, on voit bien que l'essence revient de Ouais. plus en plus. On parlait avec Frédéric Frey qu'il y a carrément un changement de paradigme. Et oui, et oui. Et tu le signales très bien aussi dans ton ouvrage, tu parles de l'autonomie, Oui. de la confiance, des très importants, notamment pour les nouvelles générations qui arrivent. Oui, oui. Ah oui. Ah oui, l'autonomie, c'est. Il y a un sondage qui disait que plus de 9 personnes sur 10 souhaitent dans leur travail qu'il y ait une autonomie, les moins de 30 ans. C'est ça qu'ils souhaitent. Parce que l'autonomie, finalement, quelque part, c'est d'avoir une capacité à faire quelque chose. Et c'est ça aussi, tu parlais d'éducation française, c'est un peu la difficulté, c'est qu'on est dans un silo, on se compare aux autres, etc. Mais il faut se comparer à soi-même. Et si on peut s'exprimer, c'est parce qu'on a de l'autonomie. Et là, on fait des choses extraordinaires qu'on n'aurait jamais supposé faire. Il faut que nous, les managers, on accepte que les gens fassent différemment de nous. Ils feront peut-être moins bien, j'en sais rien, mais ils feront différemment. Et c'est là, c'est dur, parce qu'il faut laisser une part de responsabilité. C'est même carrément de la subsidiarité. Ça veut dire qu'il y a tout un pan d'activité que les gens font et ils viennent te voir quand ils ont un problème. Ça évite le micromanagement, où c'est sans arrêt derrière quelqu'un, et ça, c'est mortel. Ça tue complètement l'esprit d'initiative et l'esprit d'entreprise. Je tiens à signaler, pour avoir eu un passage par les institutions publiques que je connais assez bien, effectivement que c'est rare de pouvoir mettre en place ce que tu as mis, et donner ces espaces d'autonomie, Oui. même des stratégies très innovantes au sein des Ouais. institutions. Alors, ça pose un autre problème et ça me travaille quelque part, surtout parce que je suis APM, c'est qu'est-ce qu'on fait pour transformer les entreprises. Quelque part, c'est la transformation du dirigeant est très importante. Parce qu'il n'y a pas de transformation d'entreprise s'il n'y a pas la transformation du dirigeant. C'est même directement proportionnel. Sauf que comme on est en France, il y a les diplômes, etc., ainsi de suite, et on n'a pas envie de se remettre en cause. C'est l'ego qui est en cause, là. Et si je fais une erreur, on va dire, mais il a fait Polytechnique ou l'ENA, donc c'est pas possible qu'il fasse une erreur. Ça, c'est très dur. Il faut faire preuve d'humilité. Et là, on est quelqu'un comme les autres et finalement, on gagne en pouvoir. Je me souviens des gens qui venaient me voir à la fin de mon activité à la caisse. On me dit, dis donc, tous les gens chez toi, ils font plein de trucs. Tu n'es pas au courant de tout. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir perdu du pouvoir? Ben, je dis, attends, je ne comprends pas ta question. C'est l'inverse. J'ai gagné du pouvoir parce que les gens font des choses qu'ils n'auraient jamais faites si je ne leur avais pas laissé la possibilité de le faire. Et donc, il faut changer son regard sur le pouvoir. Et c'est pour ça que le coaching, des fois, c'est bien pour des dirigeants parce qu'eux-mêmes doivent changer leur façon d'aborder le management. Effectivement, tu parles de déléguer et puis de travailler les hiérarchies au sein des institutions, mais ça se transpose également aux entreprises d'une autre manière. Donc, effectivement, parce que, comme on voit très bien, ça a été un gros processus d'innovation qui s'est mis en place dans une institution. Et comme tu dis, si tu as réussi à mettre en place toutes ces techniques de transformation, ça veut dire qu'on peut les appliquer presque n'importe où. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce qui apporte ton ouvrage pour toi, principalement aux adhérents qui nous écoutent, aux entreprises? Oui. Alors, ce qui apporte aux adhérents, c'est déjà de bien comprendre quels sont les leviers qui permettent d'agir sur le fonctionnement des employés. Et c'est pour ça que je parle des 5 leviers: sens, confiance, autonomie, fierté d'appartenance et reconnaissance. Et ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, on voit beaucoup philosophie et management maintenant en disant, et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'intervenir avec Consmonville sur le sens, tu vois, donc, et ça se rejoint bien. Et ensuite, une fois qu'on a ces leviers-là, comment on fait pour les mettre en œuvre? Alors, il y a des méthodes qui sont extrêmement puissantes comme le lean management ou l'innovation participative. Et puis, il y a d'autres choses que j'appelle les micro-défis. Comme les gens n'osent pas, à un moment, j'ai dit, mais osez faire cette petite chose-là, par exemple du management visuel, ça paraît simple, mais pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce qu'à un moment, tu ne peux pas faire une réunion, on échange sur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas bien, qui est animé par un employé, par exemple? Tu vas faire un recrutement et dans le jury, tu mets un employé, un recrutement avec les pairs, comme ça s'appelle. Et ces micro-défis font qu'à un moment, on avance et les effets sont beaucoup plus importants qu'on s'imagine. Donc ça, c'est des exemples que je donne, mais il y a plein de choses qui font qu'on a réussi parce qu'on a mis en place tous ces différents éléments à un degré divers, hein, mais qui font que quelque part, c'est un peu comme un rouleau compresseur qui avance, il y a un effet cliquet et on ne peut pas revenir en arrière et les gens sont de plus en plus demandeurs.
C'est très bien que tu parles de quelques exemples parce que c'était justement ce que j'allais te demander afin qu'ils voient. Mais voilà, ils pourront le voir plus en détail en temps libre parce que tu détailles très bien tous ces outils que vous avez mis en place et tout ça. Donc, c'est très, très pédagogique, très, très intéressant pour avoir des outils et sortir très outillés à la suite de la lecture. Et bon, là, je vois qu'on arrive à peu près à la fin de notre temps. Donc, mais avant de passer aussi à te poser des questions les questions de la fin, j'avais vu aussi une autre citation pour finir qui m'avait paru aussi très intéressant à discuter avec toi. Et tu dis, et ça ramène à l'humain encore une fois, parmi les multiples causes d'échec de transformation, c'est les facteurs humains qui prédominent largement. Modifier les habitudes n'a rien de naturel car nous avons tendance à reproduire les mêmes schémas mentaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est bien pour ça qu'il faut ancrer les choses petit à petit. C'est-à-dire que là, tu as fait une transformation, on fait savoir aux autres. Les autres se rendent compte que c'est fait et nous-mêmes, on est valorisé. Alors, c'est pour ça qu'il y a des fêtes, il y a des rituels pour justement qu'on se dise, mais j'ai changé mon habitude. Sinon, on ne le fait pas. Par exemple, si tu veux faire du footing, tu en fais une fois tous les 6 mois, tu ne le feras pas. Si puis tous les dimanches matins, qu'il pleuve ou qu'il vente, je fais du footing. Et là, tu vas le faire. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est ça, il faut instaurer ça et on l'a trop perdu, tout ça. On l'a trop perdu de vue. Mais c'est vrai qu'il faut accepter que c'est sur la durée. Alors, trop souvent, dans les services publics, les gens restent de 2-3 ans. Moi, je suis resté près de 10 ans. Et là, on a les retours de ce qu'on a investi, si je puis dire. Très bien. Et bon, là, on arrive à la fin. D'habitude, on demande souvent des ouvrages, des références et autres à nous interviewer. Mais je voulais changer un petit peu parce que je vois que tu es un humaniste pragmatique qui semble être très dans la recherche d'inspiration et d'innovation. Donc, un peu, je voudrais savoir quelles sont tes sources d'inspiration. J'ai vu dans ton ouvrage que l'une des sources d'inspiration pour toi, c'est ton père. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, donc encore, on revient à l'humain, à la collection de valeurs et autres. Mais voilà, est-ce que tu peux nous donner, voilà, quelles sont tes sources d'inspiration? J'en ai vu nombreuses dans ton ouvrage, mais je voulais… Oui, oui. Mais alors, par rapport à mon père, j'ai de la chance parce que c'est très rare. Il était pilote dans les US Air Force, bien qu'il soit français. Et ce qui fait que je ne suis pas tout à fait comme les Français. J'ai une éducation en partie anglo-saxonne, ou just do it. Hein, si tu n'as pas échoué, tu ne réussiras jamais à faire quelque chose. Tu copies sur le voisin, c'est pas grave, ça t'inspire. Enfin, tout ça, c'est très différent de la France. Mais j'ai lu beaucoup de livres aussi. Je n'ai pas tous les cités, mais il y a des livres qui m'ont inspiré, c'est certain. J'ai la chance, encore une fois, d'être à APM. J'ai beaucoup d'experts qui m'ont appris aussi. Et puis, il y a des TEDx, des choses comme ça. Je visite également des entreprises. Je suis même allé à l'étranger. Je suis constamment en éveil pour essayer de me dire, mais qu'est-ce qui change? Quels sont les signaux faibles? Qu'est-ce qu'on peut voir de différent? Et même un peu la philosophie. Qu'est-ce qui anime l'homme? Les neurosciences, les peuples premiers. Voilà. Et toutes ces choses-là, il faut dire comment fonctionne l'être humain. Et là, on devient un bon manager. Mais la seule condition, c'est d'aimer les hommes et les femmes. Bon, sinon, il faut faire autre chose. Effectivement, on est d'accord complètement. Et puis voilà, je conseille très fortement à nos adhérents d'explorer, d'aller lire ce livre. Il suffisait de leur donner envie, libérer les énergies dans une organisation publique de Patrick Négaré. Et puis voilà, donc je te remercie Patrick d'être venu jusqu'à nous et de présenter ton ouvrage. Merci à tous et toutes d'être ici et puis à une prochaine librairie.